Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de choisir BF1. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque mardi soir pour votre émission Vivre ensemble. Mardi, le direct, jeudi, la rediffusion. Nous sommes également sur Facebook, Vivre ensemble BF1.tv. Nous sommes également sur YouTube. Merci à vous qui êtes connectés depuis le canal 251, également sur la TNT partout dans le monde. Merci pour la fidélité. Je suis Alice pour vous servir et comme chaque soir, je suis avec un conseiller. Le conseiller qui va nous accompagner ce soir, c'est Monsieur Sidi Gigma Mohamed. Il est enseignant en éthique managériale, également conseiller familial. Monsieur Sidi, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Merci d'être là sur ce plateau avec nous. Merci à vous également. Et voilà, chers téléspectateurs, ce soir, nous allons parler des couples. Disputes, jalousie, rancœur, infidélité, adultère et j'en passe. Ces choses ne manquent pas dans la vie de couple. Tous les couples traversent des crises, mais si elles s'enlisent et perdurent dans le temps, les conséquences peuvent être énormes. D'où le thème de ce soir, comment réconcilier mari et femme en période de crise. Mesdames, messieurs, si vous êtes bien installés, eh bien, c'est parti pour l'émission. Alors, monsieur Sidi, ce soir, le thème, c'est comment réconcilier mari et femme en période de crise. Qu'est-ce que vous entendez par réconciliation? Alors, merci beaucoup, Alice, pour me donner la parole. Le mot réconciliation nous fait entendre déjà qu'il y a une discorde quelque part. Ok? Voilà. Et donc, la réconciliation, dans une définition qui n'est peut-être pas forcément unanime, mais c'est une définition que moi je vais me permettre de donner. Alors, c'est le rétablissement des relations, donc dans une situation normale. Donc, ce sont des relations qui sont malheureusement devenues mauvaises. Alors, on cherche donc à ramener ces relations à une situation initiale, une situation originelle. Vous voyez? Donc, d'où, bien sûr, le fait qu'on doit prendre en compte naturellement ce qui a amené la relation à devenir une autre relation, c'est-à-dire une relation conflictuelle. Voilà. Donc, la réconciliation, c'est comment rapprocher des personnes qui sont en conflit. Donc, c'est un mot qui est beaucoup plus utilisé dans le cadre de la prévention des conflits, dans le cadre de la réconciliation des couples, par exemple, on parle de réconciliation, dans le cadre du rapprochement au sein des familles entre frères et sœurs, on peut parler aussi de rapprochement, dans le cadre aussi des nations, on peut parler de rapprochement entre nations. Voilà, donc c'est un mot qui peut effectivement trouver du sens dans son contexte. Mais dans le contexte dont on est en train de parler, on parlera beaucoup plus donc, de la réconciliation entre l'homme et la femme en période de crise. D'accord. Donc, en un mot, quand on parle de réconciliation, c'est trouver des solutions et arriver à une issue heureuse. Absolument. D'accord. Alors, monsieur Sidi, quelles sont les différentes situations de crise que peuvent rencontrer les couples? Alors, quand on parle de situation de crise, je pense que lorsque vous avez introduit, vous avez déjà parlé d'un certain nombre d'éléments, donc qui peuvent être mis en cause pour qu'effectivement on puisse parler de réconciliation ou bien qu'on puisse parler de crise. Vous voyez, je vous prends un exemple simple. En tant qu'épouse, vous surprenez votre mari en train d'abuser de votre fille. Et c'est une situation de crise qui va naître tout naturellement, parce que là, il y a un problème, vous voyez. Ou bien vous surprenez votre épouse qui est en train de vous tromper avec un autre homme sur le lit conjugal, vous voyez. Ou bien c'est votre épouse qui vous surprend en train donc de vous tromper sur le lit conjugal. Voilà. Donc, il y a beaucoup de situations comme ça, voilà, qui font qu'effectivement, il y a une crise donc, qui va s'installer. Voilà. Et il va falloir donc chercher donc, à résoudre la situation. J'ai juste cité quelques exemples. Il y a plein d'exemples qu'on peut citer
en fonction des situations donc, que présentent bien sûr les couples, parce que les couples vivent des situations différentes. Voilà. Ce n'est pas seulement lié à l'infidélité, ça peut lier à beaucoup d'autres aspects. Vous voyez, là où la crise s'installe. Voilà, cette crise, par exemple, s'installe liée par exemple à des questions de faiblesse, en tout cas de maladie sur le plan donc constitutionnel, structurel, donc de l'organisme par exemple d'un partenaire au niveau de la famille par exemple. Vous voyez? Et pour cette situation de crise-là, est-ce qu'on peut parler de la jalousie aussi peut faire partie? Oui, naturellement la jalousie fait partie. Voilà, parce que la jalousie va être un facteur qui va amener la crise. Mais la jalousie, ce serait justement l'élément qui nous amène à nous situer par rapport à un problème bien précis. Parce que si un homme est jaloux, c'est qu'il y a naturellement quelque chose qui le pousse à cette jalousie. Si une femme aussi est jalouse, il y a quelque chose qui pousse cette femme-là à être jalouse. Voilà. Donc, du coup, il y a beaucoup de crises qui surviennent au sein de la famille. Et ça commence d'abord par le fait que la crise, c'est d'abord au plan individuel. Vous voyez? Parce qu'en réalité, quand on quitte, par exemple, la famille de son papa et de sa maman, et on va rejoindre son mari, on n'est pas parti en tant qu'une personne parfaite, vous voyez? Donc on est parti vraiment avec tous ses bagages, avec tout son fardeau. Et ensuite, lorsque on arrive justement dans la cour, ou du moins dans la maison du mari, et on doit vivre ensemble, certains diront, oui, ils formeront une seule chair. Mais en fait, au début, ce n'est pas du tout une seule chair parce que ce sont deux personnes différentes, donc qui proviennent donc des milieux différents et ils ont des fardeaux différents et donc ils sont là pour se confronter. Et ce n'est pas aussi évident que d'ores et déjà même, à l'entame même de la relation, alors on va un peu jouer à la folie des amours pour quelque temps, mais quelque temps après, alors surviendront naturellement des crises liées à des troubles de personnalité, donc qui ont effectivement amené les membres donc, de ce couple-là à ne pas pouvoir vraiment trouver une situation d'harmonie. D'accord. Alors, M. Sidi, certaines personnes en temps de crise parlent facilement de séparation ou de divorce. C'est-à-dire qu'on a la gâchette facile en période de crise à dire, ben, écoute, on se sépare, on divorce. Qu'en dites-vous? Alors, c'est la voie facile, comme on aime souvent à le dire, c'est avoir la gâchette facile pour dire ramasse tes bagages, ou bien je quitte la maison, ou bien je vais ramasser mes bagages, ou bien je ne veux plus de toi. Donc, ce sont des mots aussi faciles qu'on prononce parce que tout simplement, on n'a pas mesuré justement la responsabilité donc d'être époux ou épouse avant de s'engager. Ça veut dire qu'il faut s'engager pleinement en réfléchissant à toute cette responsabilité-là. Vous voyez, on s'affole dans les mariages, mais en fait, c'est une responsabilité, le mariage. Quand on se marie, alors l'homme a une responsabilité, la femme a une grande responsabilité également. Et donc, lorsque les deux se mettent ensemble, c'est pour effectivement arriver à accomplir cette responsabilité en tant qu'une équipe. Par exemple, quand ça chauffe et puis tu disparais, ça veut dire que, bon, tu as juste déplacé le problème. Parce que là où tu vas aller, alors ça va chauffer encore. Et donc, qu'est-ce que tu feras? Tu vas encore disparaître. Donc, de foyer à foyer, tu vas finalement te retrouver donc de divorce à divorce et de séparation à séparation. Et c'est toi qui auras perdu ton temps. Voilà. Donc, le problème que tu n'as pas été capable de résoudre, alors concentre-toi sur ce problème-là et au fil du temps, tu vas trouver la solution. D'accord. Donc, rien n'est fait, c'est de prendre la fuite parce que le problème va fuir, même te dépasser pour t'attendre. Vous voyez? Voilà. Donc, quand tu es dans le foyer, tu dois savoir que c'est normal que les problèmes arrivent, voilà, mais qu'on puisse réfléchir aux différentes solutions. C'est pourquoi d'ailleurs, avant le mariage, un homme et une femme doivent souvent s'asseoir et puis ils doivent tracer le plan pour dire, par exemple, si un jour, toi et moi on se bagarre, qu'est-ce qu'on doit faire pour résoudre la situation? Si un jour j'arrive et tu es malade, qu'est-ce qu'on doit faire pour résoudre la situation? Et ainsi de suite. Si un jour, par exemple, j'ai une aventure avec une personne, parce que ça peut arriver, alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation-là? Vous voyez? Alors, si un jour,
je suis dans un certain environnement où il y a des tentatives. Alors, quels sont les conseils qu'on doit se donner, voilà, au préalable, avant même d'être marié, pour ne pas, effectivement, pour pouvoir faire face donc aux problèmes. Si un jour, par exemple, nous avons des fréquentations nombreuses, on n'arrive pas à gérer nos fréquentations, comment on fait pour revenir à l'équilibre? Vous voyez? Donc, il y a toutes ces questions dont on doit se poser en termes de planification, de sorte que quand le problème arrive, on a déjà pensé au problème, donc on a pensé à la solution. Et naturellement, on va aller vers la solution, on va chercher facilement aller ensemble vers la solution, puisque c'était des communs accords. Mais cela dépend aussi de la manière avec laquelle nous vivons notre vie à deux. Si c'est une vie que nous vivons avec toute notre sincérité, ça marche. Mais pourquoi les couples fuient ces genres de conversations? On préfère voir le mariage comme un bonheur absolu et on ne pense pas au côté négatif. Parce que c'est rare de voir des couples s'asseoir pour parler, avoir ces conversations déjà avant de s'engager. Oui, en général, quand on s'engage les yeux fermés, alors ce n'est pas aussi étonnant que les problèmes viennent le lendemain matin, vous voyez. Donc il ne faut pas s'engager les yeux fermés, il faut toujours prendre la mesure, il faut prendre le temps, ce n'est véritablement pas une course de vitesse, parce que c'est une vie que vous voulez marquer, c'est des enfants qui vont naître de cette relation. C'est un investissement que vous voulez faire dans cette relation, donc il n'y a pas de course de vitesse. Voilà, je n'ai pas dit non plus de dormir jusqu'à la vieillesse, mais je voudrais bien qu'on puisse vraiment mesurer la valeur, c'est-à-dire ce que l'estimation, la considération qu'on fait de la relation qu'on va effectivement lier, qu'on va développer avec l'autre, de sorte qu'on connaît la nature de la relation. De sorte qu'on a beaucoup réfléchi sur la nature de cette relation à tel enseigne qu'on lui accorde toute son importance. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne se marie pas juste parce que les autres se marient, on ne se marie pas juste parce que non, c'est pour du conformisme. Non, pas du tout. On se marie, c'est véritablement, ce n'est pas un travail où tu écris au crayon et puis tu prends une gomme et tu gommes. Mais en réalité, on est en train de vivre au bic, vous voyez? Donc tu écris véritablement au bic et c'est difficile d'effacer. Vous voyez, c'est pourquoi il est important que vraiment les jeunes qui doivent se marier prennent tout le temps nécessaire pour réfléchir sur tous les aspects. Et vous l'avez déjà dit sur ce plateau, essayer de se former, rencontrer des thérapeutes, essayer de voir avant de s'engager au lieu de se marier dans l'euphorie et la passion et après on a des problèmes. C'est exact. Et il faut surtout éviter certaines erreurs qui sont commises avant le mariage. C'est que l'autre vous montre toujours sa belle face. Mais lorsque tu rentres dans le foyer, bonjour les dégâts, parce que là, il te montre sa vraie face. Parce qu'il sait qu'il t'a à sa cause pour toute une vie et il va tourner maintenant son regard pour regarder ailleurs. Et là, toi, tu es déjà là? Et toi, tu es déjà là. Pendant que tu es assis, il est là sur son téléphone. Il est en train de regarder son téléphone. Il ne te regarde plus. Voilà, donc le centre d'intérêt va changer tout simplement parce que l'individu n'a pas réfléchi, n'a pas considéré véritablement la relation qu'il a développée avec l'autre. Il n'a pas cherché à vérifier qu'avec cette relation, voilà ce que ça va me donner dans le futur. Voilà ce que ça va apporter. Parce que, comme je l'ai dit, c'est véritablement un investissement. Il faut s'investir dans la relation. Voilà. Il ne faut pas juste avoir des relations, juste des balades et ça s'arrête là. Non. C'est bien noté, M. Voilà, Sidi. il faut se focaliser. Alors, selon vous, quelles sont les origines des crises conjugales? Les origines. Alors, donc lorsque on regarde un peu, si vous voyez un peu ce qui se passe sur le net, un peu partout, vous allez constater que plus de 80 à 90% des crises conjugales sont liées à des problèmes de sexualité. D'accord. Des problèmes d'infidélité. En fait, c'est ça le mot. Voilà, et c'est des problèmes, des situations d'infidélité. Voilà, et l'homme est infidèle de son côté, la femme est infidèle de son côté. Vous avez souvent des couples qui vivent comme ça. Il n'y a pratiquement pas de communication, il n'y a pas de vie commune. On a oublié même la raison pour laquelle on s'est mis ensemble. Vous voyez?
Voilà, donc c'est pour dire que du point de vue de l'analyse donc qui est faite, en fonction bien sûr des faits qui se révèlent à nous, alors on a le sentiment que, alors on n'a pas privilégié la relation, je veux dire la relation de fidélité qu'on a avec son époux ou son épouse. Mais pourquoi l'infidélité prend une grande place dans la vie des couples aujourd'hui? Alors cette infidélité prend sa place bien sûr dans les couples, car vous savez bien que si on se verse un peu dans certaines mythologies, donc il est démontré que il y a eu un péché qui a été commis, voilà, et ce péché-là concerne en fait le péché sexuel, vous voyez, et c'est un péché qui fait maintenant beaucoup ses ravages, parce que c'est l'histoire, vous connaissez un peu l'histoire de Pandore, il était une jeune fille qui était promise donc pour se marier à son conjoint, vous voyez, et avant la nuit des noces, donc elle avait reçu donc la visite de son oncle, qui lui avait dit de ne pas ouvrir la boîte, ok, de ne pas ouvrir la boîte, parce que il y avait un cadeau dans cette boîte, voilà. Et Pandore, dans sa curiosité, a ouvert cette boîte, et la mythologie explique que depuis que Pandore a ouvert la boîte, tous les péchés du monde sont sortis de cette boîte et ne sont plus jamais revenus dans cette boîte. Et ce qui est resté au fond de cette boîte, c'était l'espérance que peut-être un jour, alors les péchés reviendront dans cette boîte pour qu'on puisse les enfermer. Vous voyez? Okay. Vous voyez un peu? D'accord. Voilà. Et cette ouverture dont on parle, c'est un peu cette curiosité, voilà, que, en tout cas, se donnent les jeunes, en tout cas de notre milieu, voilà, qui veulent forcément aller donc dans ce sens-là, parce qu'ils sont dans cette curiosité-là, ils veulent découvrir quelque chose. Mais lorsque cela est découvert, c'est vraiment la porte grandement ouverte à tous les types de péchés. Parce qu'on a l'impression que l'infidélité est devenue une chose naturelle, normale, de telle sorte que quand tu vis l'infidélité et que tu vas en parler à des proches, on te dit, ben écoute, l'infidélité, qu'est-ce que tu peux en faire? Il faut juste voilà, te calmer, essayer de revoir ton comportement et ça va changer, et patati et patata. Cela s'explique par le fait donc de la déviation en fait de la conscience. Vous savez bien que une personne, par exemple, qui trompe son épouse une fois, sa conscience va le gronder, n'est-ce pas? Et il va peut-être tromper son épouse au moins 10 fois. Donc, jusqu'à la 10e fois, sa conscience est étouffée. C'est un peu comme de l'alcool, en fait. Vous étouffez la conscience, vous êtes maintenant en train, donc, de marcher dans les dangers en vous disant que tout va bien. Vous voyez? C'est en réalité ce qui se passe. Parce que lorsque la conscience est étouffée, donc on est maintenant dans l'accoutumance, on est dans les habitudes. Il y a des habitudes qui s'installent. Et lorsque ces habitudes s'installent en cette personne-là, donc qui a développé justement cette infidélité, cette personne trouvera tout simplement normal donc d'aller dans l'infidélité, vous voyez, parce que sa conscience est étouffée. Sa conscience n'arrive plus à lui donner une orientation de la vie. Donc cela ne lui permet plus finalement de pouvoir se corriger. Jusqu'au jour où on espère qu'il retrouvera sa conscience. Voilà, parce que vous verrez que toutes ces choses-là sont mêlées avec des histoires d'alcool, des histoires de stupéfiants, etc., etc. Vous voyez? Donc il y a tellement d'accompagnants dans tout ça, ce qui fait qu'au bout du compte, l'infidélité est devenue une forme d'addiction. Vous voyez? Les gens ne peuvent pas s'en passer parce que de la même façon qu'ils fument la cigarette sans pouvoir s'en passer, alors ils sont aussi dans l'infidélité sans pouvoir s'en passer. Vous voyez, c'est une forme d'addiction à ce moment. Vous voyez? Et donc il faut combattre cela. Voilà. Et ça demande à ce moment que si la personne est au fond du puits, alors ça lui demande des efforts considérables chaque jour pour pouvoir revenir donc à un état normal. D'accord. Alors parlant de cette situation de crise entre mari et femme, que pensez-vous de ceux qui ont choisi le pardon? Voilà, comme voilà, le pardon, quoi, pour se pardonner et puis essayer d'avancer ensemble. Ah, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle parce que nous devons parler tout le temps en matière, dans le domaine de la réconciliation. Si le pardon n'existe pas, il n'y a pas de réconciliation. Parce que pardonner signifie être capable donc d'accepter pour repartir vers l'autre, malgré bien sûr peut-être ses défauts, malgré mes défauts à moi également. Voilà, on ne pardonne pas ou bien on ne demande pas pardon parce qu'on a raison ou bien parce qu'on a tort. Vous voyez?
On demande pardon parce qu'on veut gagner la victoire, on veut devenir le champion de l'amour. Et pour être le champion de l'amour, il faut apprendre donc à pardonner. Il y a même souvent des situations où peut-être tu as raison, mais ne cherche pas à avoir plus raison que celui-là qui est en face de toi, passant à arrêter. Ce qui est important, c'est que c'est le but commun que vous visez. Et ce but commun-là, c'est de pouvoir revenir ensemble en tant que vraiment des personnes qui peuvent vraiment vivre ensemble en tant que membres de la même famille. Et ça, c'est très important. Est-ce que le pardon ne dépend pas des situations? Il y a certaines situations, vraiment, on se demande si on pardonne, est-ce que la personne ne va pas retomber dans le même problème? On va passer toute sa vie à pardonner. Dans tous les cas, dans certains livres, on a toujours dit de pardonner plusieurs fois, n'est-ce pas? Voilà, c'est la preuve irréfutable qu'il ne faut pas cesser de pardonner. Il ne faut pas se fatiguer de pardonner aux autres, vous voyez? Voilà, parce que la seule personne qui peut juger les autres, c'est bien sûr le Créateur, n'est-ce pas? Mais nous, notre responsabilité, c'est toujours de demander à Dieu de pardonner à cette personne, vous voyez? Comme quand, par exemple, je ne cite pas forcément uniquement pour les chrétiens, mais quand, par exemple, Jésus-Christ dit « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », vous voyez? Donc, c'est une phrase qui a vraiment... c'est une phrase qui apporte beaucoup de résultats dans le futur, vous voyez? Parce qu'on ne cherche pas à accuser en fait l'autre pour chercher à trouver donc la voie pour pouvoir pardonner. Parce qu'en réalité, on ne trouverait pas cette voie-là, puisqu'on est en train d'accuser l'autre. Mais on quitte justement cette position d'accuser et on se met dans une position d'aimer. Vous voyez? À ce moment, on demande effectivement au Créateur l'énergie nécessaire pour pardonner à l'autre. D'accord, mais monsieur Sidi, vous venez de prendre l'exemple. Voilà, vous venez de prendre l'exemple sur le Christ et tout. Et, par exemple, si tu attrapes ton mari en cas d'infidélité, alors ton ami ou ton papa te dit pardonne-le car il ne sait pas ce qu'il fait. Tu pardonnes et la semaine prochaine tu l'attrapes encore avec une autre femme, c'était même pas celle de la dernière fois, on te dit encore pardonne parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Ah oui. Est-ce qu'à la fin on va croire Non, pas du tout. Justement, je pense que je ne me suis pas fait bien comprendre. Voilà, le pardon en tant que tel est un processus. Il y a un ensemble d'étapes pour aboutir au pardon. Parce qu'il y en a qui pardonnent facilement, mais il y en a qui ne pardonnent pas facilement. Vous voyez? Et donc, toujours est-il donc qu'il y a des étapes qu'il ne faut pas sauter. Voilà, il y a des étapes à respecter, par exemple. Vous voyez? Et le plus souvent, quand on blesse l'autre, alors il y a de la blessure qui est là, qui est très visible. Ce qu'on appelle la blessure émotionnelle. Voilà, on a blessé l'autre, dont l'autre est blessé en fait. Et l'autre a besoin de temps pour pouvoir effectivement récupérer, c'est-à-dire guérir en fait. Vous voyez? Donc il faut toujours donner du temps à l'autre, voilà, et de sorte que sur cette base-là, ça va vous permettre donc d'asseoir une sorte de bonne communication et progressivement, vous pouvez aboutir donc naturellement au pardon et à la réconciliation. Vous voyez? Donc ça ne se fait pas de manière systématique, ce n'est vraiment pas un tour de magie, ça se fait sur la base des efforts et de la sincérité. Voilà, ça veut dire que la personne doit même prendre conscience du fait qu'elle a fait quelque chose de mal à l'autre, ce qui va l'amener naturellement à se repentir, c'est-à-dire à se remettre en cause pour éviter effectivement de tomber dans une situation similaire les prochaines fois. Et il faut aussi que l'autre en face prenne conscience du pardon que l'autre a accepté de donner, prenne la valeur de ce pardon-là, comprennent la valeur de ce pardon-là. Oui, la valeur de ce pardon dépendra de la manière avec laquelle justement la personne qui a demandé pardon, c'est-à-dire ça dépend de l'attitude de cette personne. Parce que si l'attitude est sincère, il n'y a pas de raison de ne pas accepter, vous voyez. Voilà. Mais dire pardon en riant, par exemple, ou bien dire pardon en rigolant, pendant que tu m'as créé des problèmes, mais tu es en train de me demander pardon en rigolant, alors là, ce n'est pas sérieux, vous voyez. Donc, il faut quand même intégrer la notion de la sincérité ici, la notion donc vraiment du dévouement, vous voyez. Donc, le cœur doit être dévoué à demander pardon et tu dois pouvoir toucher en fait la personne qui est en face de toi. Du point de vue sentimental, la personne doit être touchée. Voilà. On n'a pas dit de faire couler uniquement des larmes de crocodile, mais je pense que dans les larmes, il y a aussi la sincérité
Et cette sincérité peut émouvoir la personne qui est en face de vous et qui va accepter le pardon. Cette personne va accepter pour dire oui, je te pardonne. Voilà. Et la personne, la manière dont elle va te dire aussi, tu vas sentir que vraiment tu as reçu le pardon parce que tu vas sentir un soulagement. D'accord. Et donc, si tu n'as pas toutes ces sensations, ce n'est pas toujours facile, voilà, de savoir si on est face véritablement à un pardon qui est consommé, par exemple. D'accord. Oui. Alors, parlant de ce pardon-là, vers qui se tourner en période de crise? Alors, en période de crise, il faut faire très attention. Parce qu'on ne sait pas où aller. Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs d'illusions. D'accord. Voilà. Même parmi les coachs, hein, il y a des faux coachs, vous voyez. Parmi les amis, il y a des mauvais amis. Voilà. Parmi les parents, il y a des mauvais parents. Vous voyez? Donc il faut faire très attention parce que le plus souvent, on peut se tourner vers les mauvaises personnes et des personnes qui vont approfondir, c'est-à-dire le danger de la relation, hein, qui vont plus ou moins empirer en fait votre situation. Vous voyez? Donc il faut savoir vers qui se tourner. Voilà. Parce que le plus souvent, quand ça ne va pas entre mari et femme, alors la relation mari et femme est un peu comparable à ce qu'on appelle un avion qui transporte 2 personnes, vous voyez. Et l'avion ne peut que transporter 2 personnes. Maintenant, quand vous ajoutez une nouvelle personne, pendant que déjà entre mari et femme, ce n'est pas solide, qu'est-ce qui va se passer? L'avion va tomber. Parce que l'avion va pouvoir donc décoller à atteindre une certaine hauteur, compte tenu bien sûr de la solidité que vous avez apportée dans cet avion-là, vous voyez. Donc si cet avion n'arrive pas du tout à décoller, c'est que cet avion est très lourd. Et pourquoi cet avion est lourd? Parce que cet avion n'est pas très solide. Qu'est-ce qui fait que cet avion n'est pas solide? Parce que mari et femme n'ont pas conçu la solidité de leurs relations. Et du fait que la relation n'est pas solide, alors quand il y a un élément étranger qui vient, ça fait quoi? L'avion tombe. Quand c'est un ami qui vous rend visite, alors il commence à sortir les défauts de votre femme, commence à sortir les défauts de votre mari, on commence à sortir les défauts de ceci, de cela, et finalement, l'avion tombe. Parce que vous avez mis un corps étranger, donc qui fait que l'avion n'arrive plus à vous transporter à 2, donc ça va tomber. Vous conseillez alors de se tourner alors, on conseille à ce moment que, étape par étape, vous construisez votre couple, vous faites en sorte de construire ce couple-là et de développer la solidité qu'il faut jusqu'au point où vous-même vous sentirez que rien ne peut vous séparer, où vous sentirez que la solidité que vous avez construite là, hein, même si quelqu'un vient dire ceci là, ça ne va pas jouer sur votre relation parce que votre relation est solide. Ça ne va plus souffrir, ça ne va plus, en fait, quelle que soit l'influence extérieure qui s'exerce sur votre relation va toujours garder sa stabilité parce qu'elle a pris le temps de pouvoir se solidifier. Et ça, c'est très important. Vous voyez? Parce que si votre relation n'est pas solide et vous cherchez à prendre soin d'autres personnes, soyez sûr que l'avion va tomber. Et lorsque l'avion tombe maintenant, ce sera un perpétuel recommencement. Il faut encore recommencer à construire la relation, mais comme vous avez des gens, ou du moins des étrangers qui sont rentrés dans l'avion, alors l'avion n'arrive même plus à décoller parce que l'avion n'est pas solide. Voilà. La solidité dont on parle ici, c'est vraiment que les couples travaillent sur la relation mari et femme. Mais quand on n'y arrive pas et qu'il y a vraiment un problème où on n'arrive pas à communiquer tous les deux, vers qui se tourner? Alors, lorsqu'on n'arrive pas à communiquer tous les deux, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas une possibilité de communication. Mais comment faire pour communiquer à ce moment? Donc, il faut communiquer avec des actions, par exemple. Vous voyez? Parce qu'on ne communique pas uniquement avec la parole. Parce qu'avec certaines paroles, ça peut être très blessant. Vous voyez? Alors, je t'envoie un message, tu m'envoies un message. Je t'envoie un message, tu m'envoies un message. Et finalement, ce qu'on échange entre nous là, c'est en train de nous mettre encore dans une situation encore plus déplorable. Vous voyez? Mais par l'action, comme par exemple, comme en parlant, on n'arrive pas toujours à
À régler les choses. À régler les choses. Donc, on va essayer de mettre un peu de la distance par rapport à notre manière de communiquer. Et on va peut-être mettre l'accent maintenant sur l'exemplarité, c'est-à-dire la vie par l'exemple. Vous voyez, comme par exemple, je fais de la cuisine pour mon mari et je vais préparer ce que mon mari aime manger. Vous voyez, ou bien pendant que mon mari, par exemple, se prépare à sortir de sa chambre, il voit déjà que sa voiture est bien lavée, il voit déjà que ses chaussures sont bien cirées, il voit déjà que tout est bien préparé pour qu'il aille au travail. Et moi-même, en tant que femme, donc je me lève et puis je fais ça. Il va sentir quand bien même il y a une communication qui n'est pas encore passée, mais dans la mesure où moi je lui ai montré quelque chose, alors il ne peut pas rester insensible à ça. Avant de continuer, M. Sidi, nous allons ouvrir le téléphone parce que nous sommes à 30 minutes d'émission et après on va continuer. Mais voilà, chers téléspectateurs, pour participer à l'émission, vous composez le 25 37 62 90, 25 37 62 90. Pour participer à l'émission, vous appelez, vous réagissez par rapport au thème. Et si vous avez d'autres questions, M. Sidi est là pour répondre. Alors, les actes. Poser des actions. Parlant des actions, lorsque on pose des actions pour son mari ou bien pour son épouse, alors c'est une forme d'investissement dans la relation. Et ce que vous venez de dire, il ne peut pas rester quand même insensible. Il ne restera pas insensible. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je fais pour ma femme? Qu'est-ce que je fais pour mon mari? Ça manque dans les couples. Vous voyez, non? C'est-à-dire que ça entretient la relation entre mari et femme. Mais s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas d'action les uns vis-à-vis des autres, c'est-à-dire ce dont va se développer entre mari et femme, ça va être la haine. Ça va être tout ce que vous avez cité, la rancœur, des problèmes à n'en pas finir, juste parce qu'on ne fait rien pour l'autre. D'accord, nous allons prendre un téléspectateur. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'émission, on vous écoute. Ok, moi c'est M. Sia. D'accord. M. Sia. D'accord, bonsoir, bienvenue. Ok, bon, ce que j'aimerais comprendre, en fait, j'ai dû entendre que ma conjointe m'ait trompé. Allô? On vous écoute. Ok, donc maintenant, j'ai investi moi-même mes enquêtes, mais après 2 années, par exemple, de séparation, Oui. je me suis rendu compte que c'était sur du faux. Qu'est-ce qui était sur du faux? Qu'est-ce qui était sur du faux? Allô? Qu'est-ce qui était faux? Oui, elle n'a pas commis l'infidélité en fait. Ah, d'accord. Ok. Vous... Maintenant, bon, pendant les moments chauds de notre dispute, je me suis dit sûrement peut-être sous le fait de la colère, elle a affirmé la part pour nous. Et alors, en tout cas, je ne sais pas, qu'est-ce que le coach me prévoit comme solution? En fait, pendant votre dispute, vous lui avez tellement mis la pression qu'elle a reconnu qu'elle a été infidèle. Mais il est parti. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Il y a eu dispute par rapport à l'infidélité. Il soupçonnait sa femme. Et malheureusement, 2 ans après, il s'est rendu compte que c'était faux. Elle n'a pas commis d'infidélité. Alors, maintenant, lui demande qu'est-ce qu'il doit faire. Ok. Alors, il doit se réconcilier avec cette femme. Il doit demander pardon à cette femme. Alors, pour les mal qu'il a bien sûr commis. Voilà, c'est une erreur qu'il a commis. Voilà, mais c'est toujours bon de demander pardon, ok, et se réconcilier avec cette personne. Voilà, mais peut-être mon inquiétude est, est-ce que c'est une relation qui peut encore marcher, dans la mesure où quand même ils ont fait quelque temps sans se voir. Donc ça peut être une situation un peu difficile, mais non impossible, vous voyez. Donc ils peuvent peut-être se revoir, même s'ils ne doivent plus rester ensemble. Le fait d'avoir fait du mal à une personne, c'est toujours bon de retrouver cette personne pour lui dire, alors, c'est-à-dire pendant notre période de dispute là, j'ai commis une erreur. Voilà ce qui s'est en réalité passé. Je te demande de me pardonner, vous voyez.
Voilà, donc ça nous permet en fait quelque part d'avoir un cœur plus ou moins apaisé. Voilà, et ensuite, donc, c'est la vie qui se poursuit. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Sidi, quelle peut être la responsabilité des témoins de mariage en période de crise? Alors, les témoins de mariage ont un rôle très déterminant en période de crise. Mais en tant que conseiller, on déplore que quand il y a une crise, alors on ne trouve pas de témoins à côté parce qu'ils sont vite partis pour leurs propres activités, parce qu'eux aussi souffrent en fait des mêmes difficultés. Voilà, un témoin qui est en situation de crise, vous l'appelez pour venir faire quoi dans votre couple? Parce que déjà lui-même il souffre de ce problème. Il a des problèmes déjà dans son couple. Voilà, donc en tant que témoin, donc qu'est-ce qu'il peut apporter justement à votre couple? C'est souvent difficile donc de trouver la solution. Vous voyez, c'est pourquoi les témoins donc qui ont un rôle vraiment important à jouer doivent vraiment être bien formés avant même d'accepter d'être des témoins. Vous voyez, avant même d'accepter d'être témoin de mariage, voilà, il faut savoir à quoi on s'engage. Voilà, dans quel type de situation on s'engage. Voilà. Vous arrivez par exemple dans certaines familles, il y a certains couples donc, qui sont dans la violence tous les jours. Pourtant, ils ont des témoins de mariage. Voilà. Qu'est-ce que les témoins font? Et puis, la situation ne fait que s'exacerber. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a un rôle qui est là que les témoins doivent jouer. Voilà. Mais je pense que si les familles souffrent aujourd'hui, c'est parce que je pense que les témoins dorment un peu sur les lauriers. D'accord. Présent téléspectateur, allô? Malheureusement, il est parti. Alors, parlant des témoins, M. Sidi, on a remarqué que de nos jours, les témoins sont très jeunes. Souvent même, le témoin est moins âgé que le marié ou la mariée. Voilà. Et je me lève aujourd'hui, je prends mon cousin comme mon témoin, ma cousine comme mon témoin. Alors, sur quelle base on doit choisir un témoin de mariage? Alors, on doit choisir un témoin de mariage sur la base donc d'une relation de cœur. Alors, s'il n'y a pas une relation de cœur avec la personne, vous choisissez la personne ne pourra pas vous aider en cas de problème. En cas de difficulté, la personne ne pourra pas vous apporter un secours. Vous voyez? Prénom téléspectateur. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue, on vous écoute. Ok. Je voudrais savoir, par exemple, je suis famille et la conjointe vient à des alors, On vous entend très mal. et par exemple, je dis en couple. Est-ce que vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Ben voilà, le réseau est un peu bizarre ce soir. Donc, on était en train de parler des témoins. Sur quelle base choisir un témoin de mariage? Alors, donc, les témoins de mariage ne doivent pas être juste choisis par complaisance, vous voyez? Voilà, juste parce que c'est mon ami, c'est une formalité administrative, donc il faut vite faire le mariage, donc on cherche n'importe quelle personne, voilà, et puis on les ligote en tant que témoin, on l'amène pour le mariage. Ça ne se fait pas ainsi. Voilà, il faut prendre du temps pour observer les personnes. Quelles sont les personnes qui peuvent quand même intervenir dans notre relation en cas de difficulté? Il faut bien que ce soit des personnes exemplaires. Si ce sont des personnes qui ne pourront pas nous aider quand nous serons en difficulté, c'est souvent mieux de chercher d'autres personnes. Vous voyez? Voilà, c'est pourquoi moi j'insiste sur le fait que avant de devenir témoin de mariage, On vous coupe encore, M. il Sidi. faut se former. Allô? Oui, est-ce que je dis, je suis une femme mariée Oui, et moi je serai avec mon mari. oui. Il me dit de quitter, Il dit de de quitter. partir. D'accord. Oui, et j'aimerais avoir des trucs quoi. Et quand il vous dit de partir, comment vous réagissez? Non, je suis chez le générique encore. Est-ce que quand il dit de partir, vous partez et puis après... Non, je ne pars pas, je ne bouge pas. D'accord, Oui. d'accord, Il me charge de conseil pour moi. d'accord. Voilà. Merci et restez connectés. D'accord. Voilà, M. Sidi, vous avez parlé récemment de la gâchette facile, quitte de chez moi, ramasse tes bagages, je ne veux plus te voir. Oui, malheureusement, c'est beaucoup plus les hommes qui aiment donc se déchaîner avec ce type de discours-là.
Voilà, parce qu'ils pensent qu'ils ont le pouvoir. Voilà, donc ils doivent maltraiter leurs épouses comme ils le souhaitent. Alors c'est eux qui apportent la popole, c'est eux qui travaillent, la femme elle n'est peut-être pas occupée. Voilà, c'est eux qui apportent en tout cas le maximum. Ils sont vraiment les hommes forts dans la famille. En tout cas, elle ne quitte pas. De sorte que, elle est là. Voilà, compte tenu du fait qu'il y a une sorte de domination, alors ces personnes-là sont amenées à des menaces, ils sont amenées à des intimidations, ils sont amenées à faire tellement de choses. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Voilà, de sorte que cela peut amener effectivement certaines femmes à quitter le foyer. Vous voyez? Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que rester dans une famille, c'est bon. Parce que vous prenez, c'est-à-dire vous souciez en fait du devenir de cette famille. Donc ce n'est pas une mauvaise résolution. Mais encore faut-il qu'elle commence à voir comment elle peut amener son homme à changer. Comment elle peut amener son homme à changer d'attitude vis-à-vis d'elle. Vous voyez? Parce que derrière cette façon de dire il faut quitter, ça signifie quoi? Ça signifie que si elle quitte, peut-être c'est pour amener une autre personne. Vous voyez? Parce qu'elle dit qu'il le dit facilement. Oui, il le dit facilement. C'est parce que beaucoup d'hommes ont cette gâchette facile de dire si tu n'es pas content, tu ramasses tes bagages. Voilà, parce qu'ils se disent oui, avec mon argent, avec mon compte en banque, je peux m'acheter une femme. Vous voyez? Voilà, c'est une autre façon, à la limite, de faire de sorte que, c'est-à-dire d'amener la relation vraiment à son niveau le plus bas. Vous voyez? C'est-à-dire, finalement, on n'a pas une bonne considération pour le type de relation qu'on a avec son épouse. On pense que c'est juste voilà, une personne qui est là, qui n'apporte rien donc, dans ma vie de couple. Pourtant, cette femme peut vous apporter beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi moi, je vais toujours, en tout cas, lancer un appel aux hommes de faire pardon et de chercher vraiment à quitter un peu justement ce faux paradigme-là qui consiste chaque fois à menacer leurs épouses et à les amener effectivement à prendre certaines décisions qui ne les arrangent pas forcément, vous voyez? Parce qu'on a eu un exemple où un homme passait le temps à dire à sa femme, il faut sortir, prends tes bagages, ramasse tes bagages. Et moi, je suis allé visiter un ami dans une cour et la femme avait donc décidé de ramasser ses bagages. Donc quand la femme a ramassé ses bagages, j'étais venu avec ma voiture et j'ai dit à la femme, ok, on s'en va ensemble. Voilà, je t'amène. Et devant le monsieur, quoi, ça c'était vraiment pour vraiment amener le monsieur à réagir. Et rapidement, le monsieur est sorti, ramasser les bagages de la femme là pour rentrer dans sa maison. Qui part avec ma femme? D'accord. Que je t'ai dit de ramasser tes bagages, mais ça ne veut pas dire que je veux que tu partes. Et effectivement, la femme est restée. Finalement, la femme a pris ses bagages. C'est lui qui a aidé la femme à ramasser les bagages. Souvent, c'est sous l'effet de la colère. Hein? Et puis rentrer donc, dans la maison. Et depuis ça... D'accord, nous prenons quelqu'un. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Et chez vous? Oh, bien, merci, ça va. D'accord, on vous écoute. Je voulais ajouter quelque chose. Bon, moi, de mon côté, c'est ma femme. Quand on se bagarre, elle me dit de demander le divorce. C'est madame qui propose le divorce? Oui, chaque fois, quand un petit bagarre, elle te dit de demander le divorce. Donc, il y a les hommes qui disent ça, elles prennent beaucoup de couteaux. Vous voyez ça? Mais quand elle dit ça, comment vous réagissez? Je ne dis pas non, je me le tiens. Et ça m'a fait supporter plusieurs années. Et ça ne me dit pas, chaque petit bagarre, ça me dit encore. D'accord. Restez connectés, M. Sidi va donner des conseils. Merci. Alors, c'est quand même rare, hein? Madame qui demande le divorce. La plupart du temps, ce sont les hommes qui ont la gâchette facile, mais là, c'est madame qui dit facilement, demande le divorce. Alors, je ne connais pas le fond du problème, mais ce que je peux dire, alors l'habitude souvent de dire certains mots, alors déstabilise, fragilise en fait le couple, vous voyez. Alors, on peut souvent dire des choses qu'on ne veut pas, vous voyez. On peut aussi dire des choses qu'on veut, parce que peut-être on est dans une autre situation, vous voyez. J'estime que ce n'est pas cette situation qui amène sa femme, effectivement, à demander tous les jours le divorce. Mais je pense que dans des situations comme ça, c'est toujours bon
quand même de trouver un moyen de savoir ce qui ne va pas chez elle. Voilà, ce qui l'amène à dire cela. Voilà, qu'est-ce qui fait son insatisfaction. Voilà, de sorte que si le couple s'assoit et il trouve un temps vraiment pour s'asseoir, et à chaque fois qu'elle dit ceci, peut-être qu'il y a un fait qui s'est produit. Vous voyez? Comme genre un homme, par exemple, qui trompe sa femme, la femme peut facilement dire « je veux le divorce ». Est-ce que vous voyez? Voilà. La femme dit comme ça, pas qu'elle veut forcément le divorce, mais elle le dit souvent. Souvent même, elle peut être surprise en train de ramasser ses bagages parce qu'elle veut juste que son mari la retienne. Ou quand il y a violence physique et tout. Ou bien quand il y a violence physique, etc., je vais demander le divorce. Vous voyez? Donc, il y a toujours quelque chose qui amène la femme aussi à dire ça. Si elle n'est pas satisfaite, si elle voit un homme qui passe tout le temps à revenir à 1h, 2h du matin, alors elle a envie de dire « je veux le divorce ». Voilà. Ça peut être aussi lié à une forme d'influence extérieure. Parce que souvent, on a des mauvais amis aussi qui disent « ah, ton mari là, il est mauvais. Ton mari là, il est ceci. Ton mari là, il est cela. Ah, en tout cas, tu es toujours jeune. Hein. Si tu divorces là, tu peux toujours avoir un autre homme. Vous voyez? Donc, il y a toutes ces influences-là qui tombent donc effectivement sur le dos du couple et qui peuvent fragiliser ce couple-là. Ça peut amener des phrases qui ne sont pas vraiment des phrases à apporter vraiment le bien dans ce couple-là. En tout cas, vous avez donné la solution aux téléspectateurs. Vous avez dit de revoir son comportement, voir ce qui ne va pas dans sa vie. Qu'est-ce qui pousse madame à demander chaque fois le divorce et essayer de parler avec madame aussi, essayer de voir ses insatisfactions et tout, voilà, pour pouvoir trouver une solution. Alors, il nous reste 5 minutes d'émission. Quitte de chez moi, je demande le divorce. Tout ça, c'est sous l'effet de la colère peut-être. Alors, comment gérer la colère en période de crise dans la vie de couple? Alors, pour gérer la colère, il est important de savoir que lorsqu'une personne est en colère, c'est-à-dire que la source de la colère n'est même pas maîtrisée par la personne qui est en colère. Voilà. C'est une personne qui a ses faiblesses, ses insuffisances. Elle se met en colère. Mais elle a besoin d'une personne qui ne va pas aussi se mettre en colère, vous voyez? Parce que si, par exemple, toi, tu te mets en colère, moi, je me mets en colère, finalement, c'est gâté. C'est gâté, vous voyez? Donc, cette personne a juste besoin d'un peu d'accalmie pendant ce moment-là. Donc, pour gérer la colère, donc, il faut toujours apprendre à choisir des moments de communication. Voilà. Et il faut aussi chercher à savoir qu'est-ce qui amène mon mari à se mettre toujours en colère. Qu'est-ce qui l'amène à se mettre en colère? Vous voyez? Je vous prends un exemple simple. Si vous posez par exemple une mauvaise question à votre époux, tu étais où depuis ce temps-là et c'est maintenant que tu arrives? C'est une question provocante qui peut amener le mari à se mettre en colère. Vous voyez? Donc il faut apprendre aussi à poser les bonnes questions. Parce que si tu poses les bonnes questions, c'est sûr que tu obtiendras les bonnes réponses. Parce que dans la communication, il y a souvent certaines questions qu'on pose. À la limite, ce sont des injures. Vous voyez? Voilà, parce qu'on pense que oui, on a le droit donc de proférer donc ce type de questions-là à l'endroit de son mari. Mais à ce moment, vous le mettez en colère. Et lorsque vous le mettez en colère, lui aussi, la colère est juste là. Hein, c'est comme les tourbillons. Hein. Alors, il passe ou il ne passe pas, ce qui est sûr, il peut être provoqué. Vous voyez? Voilà. L'homme aussi peut souvent s'asseoir pour résoudre son problème de colère. Il peut souvent se poser des questions. Si je devais, par exemple, réagir, hein, parce que cet homme aussi doit se poser aussi, se remettre en cause. Si je dois réagir à nouveau face à cette situation-là, comment est-ce que je vais réagir? Vous voyez? À ce moment, il se met dans une position de vie, il se visualise dans une autre situation pour pouvoir effectivement maîtriser sa colère. Au lieu de se mettre en colère, alors souvent il y a des choses qui ne méritent pas qu'on se mette en colère. Vous voyez? Au lieu de se mettre en colère, s'il arrive à tirer les leçons donc de ces situations de colère, ça peut l'amener à réduire progressivement donc ces moments de colère et à devenir une personne aimable, agréable et épanouie. D'accord. Monsieur Sidi, il nous reste juste 2 minutes. Est-ce qu'en 2 minutes, on peut parler du rôle des leaders religieux et coutumiers très rapidement? D'accord, je vais en parler. En même temps, je vais achever avec des conseils. Ça marche. Voilà. Donc, les leaders religieux sont ceux qui
certainement sont les dépositaires des valeurs. Il y a des valeurs qui sont vraiment importantes pour les familles. Et je sais que beaucoup de leaders coutumiers jouent déjà ce rôle-là, ce rôle donc de réconcilier les couples. Quand ça ne va pas au niveau des couples, beaucoup de chefs coutumiers travaillent vraiment à résoudre cette situation. Beaucoup de leaders religieux aussi jouent ce rôle-là. Voilà, c'est pour les encourager à mieux s'impliquer effectivement dans ces familles-là avec beaucoup de sincérité. Voilà, parce qu'il semble qu'il y a aussi certaines personnes, voilà, qui utilisent toujours une mauvaise veste donc pour effectivement jouer le mauvais rôle. Donc il faut que vraiment les leaders religieux et coutumiers jouent pleinement leur rôle vis-à-vis des couples pour leur permettre de pouvoir vraiment retrouver l'harmonie au sein des couples. Voilà. Donc un conseil peut-être à la fin pour chose, c'est juste 3 mots qu'il va falloir que nous arrivions à retenir donc pour aller dans le sens de la réconciliation. D'accord. Pardonner, aimer et s'unir. Donc apprenons à pardonner. Si on ne sait pas pardonner, il faut apprendre à pardonner. Si on ne sait pas aimer, il faut apprendre à aimer. Et si on ne sait pas s'unir aussi, il faut apprendre à être une équipe en tant qu'un couple dans une famille. Parce que si on arrive effectivement à mettre ces 3 ensemble dans un certain ordre, à la fin, on va obtenir la victoire. Pardonner, aimer et s'unir. C'est très beau, M. Sidi. Pardon, amour, unité. D'accord. Merci beaucoup, M. Sidi, pour tous ces conseils. Et si on a besoin de vous en tant que coach, en tant que thérapeute et tout, conseiller familial, le numéro? Le numéro, c'est toujours le 64 86 37 18. D'accord. 64 86 37 18. Merci beaucoup, M. Sidi Gikma Mohamed. Ben voilà, chers téléspectateurs, on va se quitter avec ce beau message. Le couple le plus parfait, c'est celui qui se parle comme des meilleurs amis, joue comme des enfants, se dispute comme mari et femme et se protège comme frères et sœurs. Sur ce, bonne suite de programmes sur la chaîne Au cœur de nos défis. Au revoir et à mardi prochain.